Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de notre détective du transgénérationnel préféré, Hélène Nicolet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel, ravie de partager ce moment à nouveau. Oui, oui, ça faisait quand même quelques vidéos qui traînaient un Voilà, petit peu derrière. Et ouais, là, ouais, aujourd'hui, ouais. tu as souhaité aborder le sujet des 7 moments sacrés dans ce qu'on appelle le transgénérationnel aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que c'est ces 7 moments sacrés? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelque chose d'un petit peu mystérieux, voire Eh mystique? oui, c'est des moments sacrés de la vie, en fait, des périodes clés, charnières, de transformation, voilà, et qui vont impacter chacun de nous. Ce sont des dates clés qui sont très intéressantes à observer dans l'analyse d'un arbre, dans l'exploration d'un arbre. Et donc, en fait, pour les transmissions également, puisque ce sont les 7 dates de conception, naissance, puberté, autonomie, quand on devient parent, quand on devient grand-parent et quand on décède. Voilà, ces 7 dates clés que l'on va beaucoup explorer, qu'on va beaucoup faire parler quand on est en séance et en consultation. Et bien souvent, comme c'est des périodes, ce sont des périodes charnières de transformation on passe à une autre étape de vie. Il peut y avoir des événements récurrents de répétition. C'est comme des dates anniversaires, bien souvent. On s'aperçoit que ça se passe un petit peu comme ça, les transmissions. À ces dates-là, qu'est-ce qui s'est passé pour nos ancêtres, pour nous, etc. Et donc, les descendants vont capter un petit peu tout ce qui n'a pas pu être bien digéré, absorbé, transformé pour, à leur tour, faire quelque chose à leur niveau. Voilà un petit peu en résumé. Donc, pour commencer, ce que je comprends, c'est que ces dates dites charnières, hein, ces dates d'un espace-temps d'une vie, ont l'impact sur les générations qui vont suivre, mais est-ce qu'elles ont un impact ou est-ce qu'elles sont des conséquences des générations précédentes? Est-ce que si, par exemple, je décide de me marier, je sais pas moi, le 27 juillet, par exemple, est-ce que c'est quelque part une décision qui m'est propre ou est-ce qu'elle peut faire appel à une autre date en amont dans ma généalogie ou peut-être dans la généalogie de l'autre? Oui, oui, oui. Euh, alors, on choisit quelquefois par hasard une date. Et comme moi, je ne crois pas au hasard, peut-être qu'il y a une raison à ce que cette date arrive dans notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé un 27 juillet? Pour ma part, c'est la naissance d'un de mes enfants. Et donc, Et pour ma part, voilà. c'est le décès d'une de mes grand-mères. Ah, voilà. Et donc, voilà, il y a quelquefois, alors, inconsciemment, on peut l'avoir complètement oublié. L'inconscient, lui, il garde tout. Et donc, en fait, il va remobiliser cette date pour qu'on puisse avancer, nous, en transformant cet événement-là en joie, en positif, en améliorant, en dynamique. Et puis, pour faire référence à cet ancêtre qui parle ou à cette personne qui parle. Et donc, voilà, ça va peut-être rentrer dans cette transmission-là complètement inconsciente. Euh, En tout cas, on peut choisir consciemment une date qui a déjà existé, parce que peut-être que si on choisit la date du 25 mai et que le 25 mai, c'est la date d'un mariage heureux dans le clan, on se dit, ben, on va bénéficier de cette auréole de gaieté, d'amour, etc., pour pouvoir rentrer nous aussi dans un cycle de réussite amoureuse. Voilà, ça peut être consciemment vécu. Mais ça peut être aussi plus, euh, plus marquant quand c'est inconscient et complètement caché. Parce que c'est là où l'inconscient familial va nous pousser à choisir des dates qui vont nous permettre justement de transmuter quelque chose qui nous concerne, mais aussi et surtout qui concerne nos ancêtres. Comme si nos ancêtres demandaient, quémandaient une attention particulière sur un événement, une date ou un âge. Voilà, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là.
Et justement, par rapport à ces dates, est-ce que les ancêtres sur lesquels on a très peu d'informations, parce que plus on va remonter dans le temps et moins on va avoir d'informations, est-ce que le fait peut-être de ne pas connaître ni la date de naissance, ni les dates de mariage, ni les dates de décès, toutes les dates importantes d'un ou de certains de nos ancêtres, comment est-ce qu'on peut réussir à faire le lien dans notre quotidien aujourd'hui? Hmm. En se disant, ben, cette date, je peux l'identifier, mais sans certitude, Oui, sans oui, 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 connaissance. oui. Alors c'est vrai que maintenant, avec les archives départementales en ligne, Internet, tous les sites, etc., on arrive quand même à pas mal remonter les arbres de façon à justement trouver des dates. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus facile. Mais c'est vrai que dans certains arbres, par exemple, où il y a d'autres pays que la France, par exemple, qui se mettent en scène dans l'arbre, c'est un peu plus compliqué. Et on va faire de l'histoire, de la géographie. On va regarder un petit peu comment ça se passait à cette période-là approximative. Donc, on va rentrer dans des suppositions qui vont vibrer en nous ou pas, qui vont résonner en nous ou pas. C'est ça qui est intéressant aussi de faire le lien avec le corps. On sait que, par exemple, certaines dates sont toujours d'actualité et très vibrantes en termes d'énergie, même si elles sont très lointaines. Les dates de la Révolution française, le 14 juillet, la Saint-Barthélemy, toutes les dates fin août liées à ces massacres voilà, catholiques, ces guerres de religion catholiques, protestants, etc., sont encore très, très, très vivaces et donc vont impacter encore aujourd'hui plus ou moins fortement les arbres. Voilà. Hein, donc, il n'y a pas que nos dates à nous par rapport à nos ancêtres, il y a vraiment dans un inconscient collectif et national. Voilà, donc du coup, quand on ne sait pas trop comment nos ancêtres ont vécu, nos arrière-grands-parents, par exemple, on peut se remettre dans l'histoire de la région, du pays, et voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre, eux aussi, traverser. Et là, ça peut nous donner des indications. Voilà. Après, pour travailler son histoire, on n'est pas obligé de tout savoir. On n'est pas obligé d'avoir tous les secrets. Voilà. On a chacun une mission. Et peut-être que, on va travailler certains petits pans d'histoire parce que pour nous, c'est nécessaire pour avancer, mais pour d'autres, eh ben, ça sera d'autres pans d'histoire qu'ils trouveront eux à leur tour. Voilà. Hein, c'est intéressant aussi de voir. On n'est pas obligé de tout dire quand on trouve un secret à tout le monde, de tout révéler. Et nous, on n'est pas obligé de creuser à fond pour pouvoir bien vivre avec son arbre. Quelquefois, on fait un petit travail et puis ça suffit pour être dans la légèreté. OK, tout est juste à ce niveau-là. Voilà. Donc, On va revenir peut-être un peu plus à ces dates, à ces moments oui, sacrés. Donc, tu parlais au début de la conception. La oui, conception d'un enfant, euh, c'est pas toujours facile de calculer des dates non plus. oui, Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans la généalogie, il y a une descendance qui est demandée, c'est ça? oui, oui, oui. Bien souvent, le clan a besoin d'un bébé, d'un garçon, d'une fille avec tel prénom, etc. On peut le voir un petit peu comme ça. C'est que aujourd'hui, on a l'impression de tout décider avec la contraception etc. Et en fait, on s'aperçoit que même avec la contraception, il y a des enfants qui naissent avec le stérilet, avec la pilule, etc. Donc en fait, il y a une force au-dessus de nous, humains, qui est encore plus forte et qui demande et qui exige. Ce qui est important dans la date de conception, c'est euh, la réunification ou l'unification de deux lignées, de deux clans, qui vont créer un couple parental, qu'ils vivent ensemble ou pas et ce bébé. Et ce bébé sera tributaire, sera entraîné dans les histoires inconscientes du papa et de la maman. Je dis bien, même s'ils ne vivent jamais ensemble. Et cet enfant, la date de conception, elle engramme déjà toutes les informations des deux clans. C'est pour ça que c'est une date très, très importante parce qu'en en fait, on est lié à des familles biologiques dès ces premières secondes de conception.
Et donc, en fait, la date de conception, elle vient favoriser la rencontre de deux personnes, aujourd'hui encore un homme et une femme, qui font que, ils se rencontrent pour plein de raisons. Et cette rencontre fait qu'ils vont créer un bébé, et ce bébé va être dépositaire de ce qu'ils vivent à ce moment-là de la conception. C'est-à-dire que notre conception vient toujours réveiller chez nos parents le moment, comment ils étaient, comment ils vivaient. Est-ce qu'ils étaient bien dans le couple? Est-ce qu'ils étaient célibataires? Est-ce qu'ils ne se connaissaient pas? Est-ce que c'est, voilà, comment ils en étaient financièrement, matériellement, amoureusement, etc. Et nos premières cellules, elles sont déjà formatées avec ce schéma-là. Voilà. Est-ce que les dates de conception ont systématiquement un rapport avec des dates de décès, de naissance, de mariage, du moins des dates importantes dans le transgénérationnel, ou est-ce que ce sont des dates peut-être juste charnières? Ah oui, Est-ce que ça se les deux. répète au niveau des dates systématiquement, ou est-ce que Alors, c'est les juste deux. charnière? Ouais, ouais, ouais. C'est une période charnière, hein. Il peut y avoir un bébé qui arrive, il n'y a pas de résonance avec d'autres dates. OK. Et, euh, et puis, il y a d'autres enfants qui arrivent avec, ah ben, il est conçu sur la date de naissance d'un grand-père, sur la date de mariage des parents. Ça va être vraiment en résonance avec le clan. Lui, il a peut-être une mission particulière à faire travailler et évoluer le clan. Voilà. Après, il y a des personnes qui vont me dire, moi, j'ai aucune date en lien avec le clan, ni ma date de conception, ni ma date de naissance, etc. Ok, je veux bien le croire. Mais il faut savoir aussi qu'on n'est pas forcément en lien qu'avec la lignée directe, c'est-à-dire papa, maman, les parents, les grands-parents. On peut être en lien avec des oncles, des tantes, des cousins, des grands-oncles, des grandes-tantes, des parents un peu éloignés, dirons-nous, mais qui ont laissé des empreintes chez nos parents, chez nos grands-parents. Hein, par exemple, si ma grand-mère adorait son frère, eh bien, ce grand-oncle, forcément, il aura un impact sur moi. Elle m'en aura parlé. Selon ce qu'ils auront vécu dans leur enfance, ça aura un petit peu façonné leur façon de vivre en couple, entre frères et sœurs. Et donc, moi, en tant que descendante, je vais être en lien avec ce personnage, même si je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Hein, donc, c'est intéressant aussi d'ouvrir le clan sur tous nos cousins, cousines existent en nous. Et puis les oncles, les tantes, etc. Donc, c'est rare quand il n'y a pas une petite date qui résonne. Voilà. Et puis, ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est si on a un parent dans le spectre de l'arbre familial qui peut être toxique, qui peut être négatif, involutif, chacun y met les mots qu'il souhaite. Donc, souvent, c'est des personnes qui ont marqué une période du clan et qui, en même temps, on souhaiterait l'oublier quelque part. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et l'ancêtre, il vient justement bien se réveiller et se révéler à nous, parce qu'en fait, lui, il n'a pas du tout envie d'être oublié, mais pas du tout. Et l'idée, c'est que peut-être aussi, certes, il a peut-être été un personnage toxique, mais il a peut-être aussi donné du bon. Il a transmis peut-être un talent, peut-être qu'il a transmis la couleur de mes yeux, peut-être qu'il a transmis mon potentiel de, je sais pas moi, de chanter, etc. Et donc, il n'y a pas que du noir et du mauvais, comme il n'y a pas que du très bon chez certaines personnes. Voilà. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué quand on est en lien avec quelqu'un qu'on voudrait exclure et zapper complètement. Voilà. Mais cette personne, elle a certainement quelque chose à nous transmettre et nous, on a peut-être quelque chose à transformer pour s'approprier un petit peu de son histoire et aller vers quelque chose de plus positif. Voilà, hein, c'est dans ce sens-là que ça va se passer. Alors, c'est vrai que la date de conception, elle vient toujours parler de l'ambiance des deux parents quand ils ont conçu l'enfant. L'ambiance de ce moment-là. Est-ce que c'était un moment de partage? Regarde, par exemple, un enfant conçu pendant les vacances, quand les parents sont amoureux, sous les cocotiers, tout va bien.
il n'aura pas du tout le même impact qu'un enfant conçu en période de stress, peut-être de séparation ou en tout cas de difficultés, peut-être de difficultés financières, amoureuses, matérielles, professionnelles et autres. Forcément, les cellules ne vont pas engrammer la même chose. Voilà. Et chaque fois que les parents voient l'enfant, chacun des enfants de la fratrie, dans sa tête, dans le cerveau, on se remémore le moment de conception de cet enfant. On va rentrer dans son histoire. C'est pour ça que les parents peuvent avoir des liens très, très différents entre chacun de leurs enfants, même s'ils les aiment. Mais ils ne les aiment pas de la même façon, puisque leur conception vient réveiller des événements en eux, quelquefois très intimes, quelquefois très joyeux, mais quelquefois très douloureux aussi, peut-être honteux, etc. Donc la date de conception, elle est assez essentielle dans justement cette organisation de la vie future de l'enfant. Voilà. Est-ce que je suis issue d'une rencontre soudaine, d'une rencontre voilà, d'une soirée, et puis chacun continue sa route, et puis le papa, il sait même pas qu'il est papa. Voilà, hein. J'ai vu dernièrement justement un reportage Né sous X où la dame ben, se présente devant son père qu'elle retrouve après 48 ans ou 45 ans, je sais plus. Et en fait, lui, il dit, mais c'était une soirée en boîte. Et lui, il avait repris son chemin et il savait même pas qu'il avait un enfant. Voilà, hein, donc c'est ça aussi. Ça peut être issu d'un viol. Ça peut être, voilà, donc là aussi, l'engrammation de la violence, l'agressivité dans l'enfant devenu adulte qui peut se demander d'où elle vient, cette violence. Ça peut être aussi, est-ce que ma conception provoque le mariage de mes parents? C'est-à-dire, est-ce que je suis conçue avant la date de mariage? Est-ce qu'ils avaient prévu de se marier? Auquel cas, ils fêtent Pâques avant Noël. Mais il y a aussi ce côté aussi, l'enfant arrive, il est conçu et on se précipite pour marier. Alors, on fait attention aussi en transgénérationnel, entre la date de conception et la date de mariage, si les parents sont forcés, entre guillemets, de se marier, combien de temps? Quand, en général, quand c'est le papa et la maman qui, voilà, qui ont fait un petit peu les choses précipitamment, ils se marient assez vite, hein, peut-être qu'ils avaient envisagé, etc. Et donc, voilà, pour ne pas trop que ça se voit déjà, la grossesse, hein, la honte, etc. Voilà. Quelquefois, on est surpris d'avoir un laps de temps assez long, hein, plusieurs mois, 6 mois, 7 mois, etc. Et là, la question peut se poser un peu plus vivement, qui est le père? Est-ce que c'est vraiment celui qui épouse la maman enceinte ou est-ce que c'est les parents qui ont trouvé un homme qui veut bien d'une femme enceinte et prendre en charge le bébé? Voilà. Donc ça, c'est important aussi de poser ces questions parce qu'en fait, on a énormément d'arbres avec des mémoires d'enfants conçus hors mariage. Souvent, on dit ils sont prématurés, ils sont nés, mais non, en fait, c'est voilà, hein, c'est cette douleur parce qu'il faut bien remettre dans le contexte. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais voilà, ça a été très, très douloureux, très culpabilisant, très honteux. Il y a beaucoup de colère encore, hein, des femmes qui ont été obligées de se marier, qui ont... Est-ce que les parents allaient se marier s'il n'y avait pas eu cet enfant? Peut-être pas. Des femmes qui ont eu la honte le jour du mariage de devoir porter une robe de couleur pour bien montrer qu'en fait, elle n'était pas blanche. Donc oui, il y a ces mémoires de honte, hein, ouais, de souffrance, beaucoup. Voilà. Alors, j'ai vu aussi des conceptions forcer le mariage pour que les parents des jeunes mariés enfin acceptent. C'est-à-dire que les jeunes mariés voulaient se marier, les jeunes amoureux, et puis ben, c'était pas bien voulu par les deux clans. Et en fait, en tombant enceinte, la jeune femme se disait, ben, au moins, on sera obligé de réparer l'honneur et donc, du coup, de se marier.
Voilà. Hein, ça peut être aussi une belle histoire comme ça. Voilà. Donc c'est vrai aussi que c'est important cette date de conception. C'est rare quand on sait où est-ce qu'on a été conçu, dans quel contexte. Et c'est intéressant aussi si on a ces informations, l'ambiance de ce lieu de conception, quelles sont les énergies qui vont présider justement au développement des toutes premières cellules. Est-ce que je viens après une longue attente de mes parents? Est-ce que, ils désespéraient d'avoir un enfant et enfin moi j'arrive? Donc là, cette conception, elle vient couronner peut-être des mois, voire des années d'attente. Donc j'ai pas le droit à échouer, à rater mon entrée. à- il faut que je réponde un petit peu aux critères de l'enfant idéal. Ça peut être aussi un enfant qui est conçu après maintes et maintes fausses couches, ou avortements, ou bébé mort-né. Voilà. Hein, donc là aussi, qu'est-ce que je viens enfin réparer, soigner, apaiser? Et un enfant qui est conçu dans un utérus qui a abrité la mort peut aussi justement être conditionné par la vie et la mort, hein, le côté comme ça, voilà, joyeux et en même temps, ça peut être triste. Voilà, hein. Donc, pourquoi moi? Pourquoi moi je vis alors que les autres n'ont pas pu vivre? Pourquoi moi, on me garde alors que les enfants d'avant, on n'a pas voulu les garder? Donc, il y a autant de questionnements comme ça, inconscients, mais si c'est notre mission de les travailler dans cette incarnation, peut-être que justement, dans notre vie d'adulte après, la question se posera. Voilà. Et je vais revenir un petit peu à justement à ces fœtus, tu vois, ces nouveau-nés qui évoluent dans un utérus qui a déjà abrité la mort. Est-ce que ça peut générer dans le comportement de l'enfant grandissant et l'adulte évoluant des états d'anxiété et de traumatisme par rapport à la mort, inconscient de lui et pourtant véhiculé un peu par Hmm. cette phase intra-utérine? Oui, 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 oui. Oui, oui, on le sait hein, que les enfants, par exemple, ils peuvent très bien, devant un thérapeute familial, indiquer dans le ventre de la maman qui est dessiné le nombre de fausses couches qu'elle a eues avant ou pendant sa vie de maman. Voilà. Et donc, ils le pressentent, en fait. Hein. L'enfant, dans le ventre qui a abrité la mort, il peut ressentir soit une tristesse, comme s'il était un petit peu en deuil, ou alors un côté un petit peu, je peux être attirée par la mort, par un métier par exemple, par euh, un goût pour accompagner les personnes, une facilité. Ça peut être aussi le syndrome du survivant. Pourquoi moi, je survis? Et donc, ils peuvent rentrer pour certains dans l'autosabotage, un petit peu réduire leur côté joyeux, par exemple, comme s'il n'y avait pas droit. Hein, ça peut être indiqué comme ça. Ça peut être une des clés, pas forcément la clé unique, mais ça peut être une des clés pour les personnes qui pourraient se poser des questions par rapport à leur relation ou des traumatismes inconscients, des peurs viscérales face au risque d'accident, etc. Ça pourrait être une des multiples Ça peut être, oui, interrogations à se voilà, poser par rapport à ces traumatismes-là oui, bien oui, précis. oui, oui, tout à fait. On va Mm. passer de la conception, on va faire un grand pas, on va passer de la conception à la naissance. Oui, Qu'en est-il des prématurés par rapport oui, à la naissance? Parce que finalement, ce n'est pas du tout la date réfléchie, anticipée. Qu'en est-il oui, pour eux? oui. Alors, un enfant qui est prématuré, on va toujours se poser la question, pourquoi? À quelle date il ne veut pas venir? Il y avait une dame qui me disait, ah mais moi je voudrais surtout pas qu'il naisse à la date d'anniversaire de ma belle-mère. Voilà. Et donc l'enfant, il se précipite ou il attend de passer le cap de la fatidique date. Voilà. Donc on va se poser la question, pourquoi? Est-ce que maman est encombrée par cet enfant et veut activer
voilà, s'alléger un peu plus vite. Est-ce que l'enfant veut sortir du ventre rapidement parce qu'il s'y sent pas bien? Voilà. Donc peut-être que il a un jumeau mort dans le ventre, peut-être que maman n'est pas suffisamment dans l'attention pour lui. Bref, tout un tas de raisons. Euh, En psychogénéalogie, on regarde hein, bien sûr s'il y a un grand prématuré, par exemple, on fait très attention à ces dates-là, mais aussi on part de l'idée qu'un enfant humain, c'est 9 mois. Et on va partir de la date de naissance choisie par l'enfant et la maman, et puis on remonte 9 mois avant. Hein. Voilà, on regarde toutes les dates en fait, pour voir un petit peu quels sont les liens. Voilà. Alors, les prématurés, ils peuvent être en lien justement avec des dates douloureuses, comme je disais. Là, l'anecdote, c'était l'anniversaire de la belle-mère, mais ça peut être aussi un décès. Ça peut être, voilà. Donc, si mon enfant naît sur une date de décès, j'ai peur que, en fait, ça amène du malheur dans sa vie. Et du coup, l'enfant, il peut venir un petit peu plus tôt que prévu pour justement être, voilà, séparé. Mais ça peut être aussi pour avoir une date anniversaire spécifique à lui et qu'en en fait, il soit honoré, voilà, pour que chacun ait sa date et son jour de fête et de, voilà, de vedette, en fait. Voilà, hein, c'est Pour intéressant aussi de dissocier, voilà, pour arriver quand même à dissocier, que chacun exactement, finalement ait sa place dans le clan plutôt que tout le monde ait la même date. exactement. Oui, Ça aussi, parce c'est qu'en fait, intéressant. là, dans les dates anniversaires de naissance, de date, il y a beaucoup de souffrance, en fait. Une maman ou un papa moi, j'avais une dame là qui m'avait dit, ma fille est née sur ma date d'anniversaire et tout de suite, j'ai su que j'allais être oubliée. Et donc, les premières années, on fêtait le bébé, l'enfant, mais plus elle. Et il a fallu qu'elle demande, qu'elle exige, qu'elle trouve sa place, en fait. Il y a une sorte de rivalité qui peut se mettre en place. Alors, je dis pas tout le temps, hein, mais il se peut. Parce que peut-être que ça vient réveiller d'autres rivalités qui existent dans l'arbre et du coup, ça se concrétise comme ça. Voilà. Et qu'en est-il des dates, des moins des naissances de jours dits de jours de fête, Noël, premier de l'an, Pâques, même le 14 juillet. Voilà, ces jours symboliques pour la Ah société. oui, oui. Qu'en est-il par rapport à ça? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on va pas naître le 14 juillet comme le 11 novembre, par exemple. Voilà, chaque fois qu'on va fêter une fête, alors les jours fériés peuvent être oubliés dans certains clans moins pratiquants, par exemple sur le plan religieux, mais il y a quand même cette résonance et cette symbolique du jour choisi. On sait que les périodes de Noël, il peut y avoir des enfants qui naissent à cette période-là ou avec un prénom Noël, peut-être en lien justement avec des maternités ou des natalités qui ont été souffrantes, comme pour réparer, hein, en référence à toutes ces femmes qui ont souffert. Donc voilà, on va faire attention à ces dates-là. Qu'est-ce qu'on a fêté ce jour-là? Et cet enfant choisit cette date-là. Voilà. Ça veut dire aussi que on va être très intéressé par ce que disent les parents lors de la naissance. Ah, c'est une fille ou chouette, c'est une fille. Voilà, le ton, voilà. Hein. Donc l'enfant, il perçoit toujours et tout de suite s'il déçoit ou pas. Et on aura beau s'évertuer à dire mais je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime. T'es une fille, j'attendais un garçon, mais je t'aime. Ok, c'est fort possible. Mais la petite fille attendue comme un garçon peut aussi être dans une attente de est-ce qu'il va enfin me voir, ce parent, avec ce que je suis réellement. Il peut y avoir aussi ça. Donc nous, là, dans les clans, dans les histoires, il y a énormément de déceptions. Hein. Si par exemple, dans une fratrie, il y a 5 garçons, on attend la fille. Et dans une fratrie où il y a que des filles, on attend le garçon. Voilà, hein, donc il y aura toujours voilà, voilà, des véhicules comme ça, des transmissions comme ça de déception. Donc la peur de décevoir, elle peut habiter ces personnes-là dans leur vie d'adulte. La peur de décevoir, d'être jamais à la hauteur, de ne pas en faire assez. Voilà, ça va être toujours, j'attire le regard, voilà, et j'aimerais attirer le regard du parent. Mais
Voilà, ils sont pas forcément ouverts à ça. Et toujours par rapport à ces naissances, est-ce que dans les gémellités, souvent il y a ce qui peut arriver, voilà, c'est qu'il y en ait un qui naisse et l'autre qui n'arrive pas à survivre. Est-ce que c'est comment ça se passe au niveau de la synchronisation ou de l'absence de synchronisation dans les choix inconscients par rapport à ces naissances? Hmm. Oui, oui, il y a une petite âme qui s'en va et une autre qui s'incarne. Et là, quelquefois, quand c'est su, quand la maman sait, les parents savent qu'ils attendent des jumeaux. C'est douloureux, il y a un décès et une vie, mais en même temps, on fait face au décès. Ce qui est plus compliqué, c'est quand le jumeau survivant arrive et que personne ne sait qu'en fait, il y avait un autre petit jumeau qui est décédé très tôt, par exemple, pendant la grossesse. Donc cet enfant-là, il est en deuil, mais personne ne peut l'accompagner parce qu'en fait, personne ne sait réellement. Donc c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, dans les deux cas, il peut y avoir le syndrome du survivant, très compliqué à vivre. Pourquoi moi? Ça peut être des personnes qui s'auto-sabotent, ne veulent pas aller trop vers la réussite, que ça soit professionnelle, amoureuse, vraiment, c'est comme s'ils minimisaient à chaque fois et qu'ils ne voulaient pas aller vraiment dans l'abondance de la joie. Hein, ça peut être ça. Ça peut être des attitudes suicidaires, ça peut être comme pour aller rejoindre cet autre qui a disparu. Des personnes qui peuvent vivre très fusionnelles dans leur vie, en attente d'une fusion qui ne complétera jamais, en fait, parce que le jumeau peut pas être remplacé, en fait. Voilà. Vraiment, c'est compliqué, ça. Voilà. Donc, c'est des personnes, oui, qu'il faudrait accompagner au mieux si on savait réellement voilà, la précision de la période naissance, conception et gestation, en fait. Voilà. Hein, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus, en tout cas, ça se parle de plus en plus. Ouais. Oui, En ça consultation, se transmet, les gens oui, prennent plus conscience. Et oui, également, là, est-ce que les personnes qui en prennent conscience sont elles-mêmes dans la mémoire cellulaire d'une gémellité partagée, ou est-ce qu'ils sont justement dans une mémoire transgénérationnelle d'un aïeux qui aura vécu cette gémellité partagée oui, en cours? oui, oui, oui. Il se peut que, en fait, autrefois, on perdait peut-être des bébés et on ne se rendait pas compte. Aujourd'hui, si on est attentif au placenta, etc., on peut voir des cicatrices qui fait qu'on peut savoir si un bébé s'est détaché très tôt ou non. Voilà. Autrefois, on ne faisait pas forcément attention. Et aujourd'hui, hein, encore, hein, c'est pas non plus très courant aussi, cette quête. Mais c'est vrai que ces jumeaux peuvent venir réveiller des mémoires de jumeaux qui ont existé et que on n'a jamais honoré de cette façon-là, en tout cas. Voilà. Donc, oui, il peut y avoir des répétitions. Ouais. Ouais, ouais. Alors, pour la date de naissance, c'est intéressant aussi de voir comment la gestation s'est passée, mais aussi comment l'accouchement s'est passé et en quels termes on en parle. Parce qu'en fait, cette date, elle va venir installer une mémoire de douleur, de joie, d'embellissement dans la famille, ou alors, si c'est plus négatif, une maman qui va dire peut-être à sa fille, oh là là, j'ai pas fait d'autres enfants parce que tu m'as trop fait souffrir. Voilà. Avec toi, voilà, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Donc ça va indiquer aussi à l'enfant, ben, c'est compliqué de mettre au monde un enfant. Donc si c'est une fille, elle peut après rentrer dans cette peur-là. Mais ça peut être aussi la culpabilité d'avoir fait souffrir. Donc, de rentrer dans un schéma où l'enfant peut se gommer pour faire oublier hein, cette phase de douleur. Ça peut être aussi la naissance par césarienne ou par voie naturelle. Qu'est-ce qui est, voilà, hein, qu'est-ce qui préside à ma naissance? Et est-ce que papa y assiste? Comment, voilà, comment le contexte est? Est-ce que dans le plan, il y a une concomitance naissance-décès?
parce que bien souvent, la croyance, c'était quand un enfant pointait le bout de son nez dans un ventre familial, on disait qu'il laisse la place. On avait peur qu'une personne décède pour accueillir ce nouveau-né. Voilà, ça, c'est une croyance un peu populaire qui continue à perdurer parce que je m'aperçois que chez les jeunes, il y a encore des jeunes femmes qui me disent avoir entendu ça dans leur famille. Donc ça, voilà, c'est tenace. Et donc il y a aussi cette culpabilité aussi de prendre la place. Voilà, c'est de Il y a prendre la le, place il y a la date, mais il y a aussi le lieu de naissance qui peut s'ajouter dans ces complètement. périodes un petit peu sacralisées de la vie, parce qu'en fonction du lieu où on va naître, que ce soit euh, au domicile, en cours de route, à Ouais, l'hôpital, ouais, ailleurs. Voilà, il y en a qui choisissent aujourd'hui d'accoucher sous différentes conditions de leur choix. ouais. Ça ajoute aussi cet impact Oui, oui, oui. dans la Euh, vie qui va arriver. Complètement. C'est intéressant aussi aujourd'hui qu'il y a un engouement pour les accouchements à domicile avec beaucoup de confort. En tout cas, on essaye de faire un cocon, douillet, etc. Comme pour contrebalancer aussi le côté un petit peu rudimentaire de certaines maisons d'autrefois, qui les femmes accouchaient chez elles comme elles pouvaient, avec le médecin qui venait à temps ou pas. Donc il y a aussi ce côté-là, on vient réparer, transformer ces accouchements comme ça à domicile. C'est intéressant aussi de voir dans une fratrie qui est né à quel endroit, quels sont les enfants nés, par exemple, à la maison. Quelquefois, il y a un, deux, trois enfants qui naissent comme ça. Et puis, le quatrième ou le cinquième naît à la clinique, dans les premières cliniques ou maisons, voilà, à l'hôpital, par exemple. Ben, peut-être qu'entre cet enfant qu'on a décidé de mettre au monde à l'hôpital, peut-être avec plus de sécurité médicale, peut-être que, il y a un bébé qui est mort entre ou une fausse couche. Et la maman a eu peur que cet enfant, en naissant à domicile, meure. Donc il y a peut-être aussi ces mémoires-là. Donc c'est intéressant aussi de voir quels sont les enfants nés au même endroit, différents. Par exemple, ça peut être mes parents pieds noirs, j'ai trois frères qui sont nés mettons, en Algérie, et puis moi et les suivants naissent en France. Voilà, il y a une différence dans la fratrie. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir quelles sont les peurs qui viennent là être alimentées et être transmises, du coup. Et puis, ça peut être aussi l'injonction pour les descendants d'innover, de mettre au monde des enfants un petit peu, voilà, de façon un petit peu plus, comment dire, élargie sur le territoire. Voilà, on a le droit. Voilà. Euh, la naissance, elle vient aussi nous confronter au rang de fratrie. Aussi, c'est intéressant aussi de le voir. Est-ce que je suis l'aîné? Est-ce que je suis vraiment l'aîné ou est-ce qu'il y a des bébés morts-nés avant? Est-ce que je suis la petite dernière? Comment s'est passé toutes les naissances avant moi? Quelquefois, il y a un ou deux enfants euh, qui ont peut-être fait plus souffrir maman ou qui ont été plus compliqués, voilà. Donc, il y a des particularités pour chaque enfant et chaque naissance va alimenter un roman, en fait. Et voilà, voilà, il va y avoir des choses un petit peu, des légendes racontées, qui fait que chaque enfant va s'approprier un petit peu son histoire. Voilà. Qu'en est-il justement quand tu dis chaque enfant va s'approprier un petit peu son histoire? Dans des familles, on voit très facilement, c'est la fille de sa mère, c'est le fils de son Oui, père ou inversement. Voilà. Là, je mets les clichés volontairement. Mais cette identification entre un parent et l'enfant, une espèce de fusion qui va émerger de cette relation. oui, Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer oui, dans le transgénérationnel? oui. Alors, imaginez par exemple que le bébé fille arrive numéro 2 pour le papa et que le papa, il est numéro 2 dans sa fratrie.
Ben, peut-être qu'un lien, voilà, complètement inconscient, facile, hein. Je suis numéro 2, donc je comprends ce que tu vas vivre en tant que numéro 2. Voilà. Donc ça vient peut-être aussi activer quelque chose. Le parent, faut pas oublier que quelquefois, il va se réparer à travers son enfant. S'il a une enfance un petit peu difficile, qu'il juge douloureuse, souffrante, il va peut-être transformer la vision de l'enfance à travers son enfant, en faisant en sorte que son enfant, eh ben, il est plus que lui, il est mieux que lui, que ça soit plus confortable, etc. Donc, le couple, il a intérêt à être un petit peu d'accord sur cette façon d'élever. C'est pour ça que quelquefois, il peut y avoir une fille à sa maman et un garçon à son papa ou vice-versa, parce que euh, selon les conditions de la naissance et tout, il y en a un qui va se retrouver peut-être plus dans cet enfant que dans le premier ou dans le troisième ou dans le suivant. Voilà. Ça vient parler bien souvent de nous-mêmes, en fait. Qu'est-ce qu'on projette sur cet enfant? Qu'est-ce qu'on voudrait lui éviter? Parce que nous, on ne nous a pas évité, sous-entendu. Qu'est-ce que nous, on a vécu et qu'on ne veut surtout pas transmettre? Donc, on va faire en sorte de se conformer à nos désirs et notre idéal d'enfance. Voilà, mais ça vient toujours parler de soi, en fait. Donc, les enfants, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué, on se répare beaucoup à travers eux. On va quand même avancer un petit peu dans le temps au niveau des dates principales et des moments sacrés. Euh, la période de puberté, adolescence, à quoi elle correspond en Eh oui. transgénérationnel? Oui, la puberté, alors la date, hein, le début de la puberté. D'ailleurs, comment est-ce qu'on vous en a parlé de cette période? Est-ce qu'on vous a annoncé cette période? Parce qu'il y en a beaucoup qui découvrent ça, ben voilà, sur le tas, et donc qui s'approprient l'histoire avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Les premières règles, est-ce qu'on a préparé la petite fille à ça, que ça va revenir tous les mois, etc. Comment notre mère elle-même a été amenée à les vivre. Voilà, cette période de puberté, c'est voilà, on est tiraillé entre l'enfance, le monde adulte, on est mal, on n'est pas bien dans notre peau. Ça vient réveiller une période peut-être où on a envie de se rebeller, mais on a peur. On se projette dans l'âge adulte, mais on ne sait pas ce que c'est que ce monde inconnu. Et selon les couples qui ont été nos références ou nos modèles ou nos contre-modèles, on va avoir une idée de ce qui se profile, qu'on ne veut surtout pas reproduire ou qu'au contraire, on aimerait tellement vivre. Voilà. Et donc, c'est une période où on se cherche beaucoup. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus préparé à cette étape-là. Mais on a des mémoires de générations où les femmes ne savaient même pas en se mariant comment on faisait un bébé. Voilà. Hein, donc la période de puberté, quelquefois, elle n'a pas été vraiment très parlée, très exprimée, rarement fêtée. Hein, il y a quelquefois, moi j'ai eu des cas où le papa avait amené une rose à sa fille, voilà, pour fêter voilà, cette étape charnière de sa vie. Bon, ben, j'avoue que c'est rare, hein, vraiment. Donc là aussi, c'est la place de la femme, de l'homme, dans le clan, du masculin, du féminin. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que j'accepte de devenir comme ma mère, comme mes tantes, comme ma grand-mère? Est-ce que j'aimerais être un homme et j'envie mes frères? Voilà, et vice-versa, hein, les garçons peuvent aussi apprécier être plus filles dans un clan, hein, par exemple, où on demande peut-être d'être dur alors qu'ils ne le sont pas, etc. Ah, donc ça vient réveiller aussi ce masculin-féminin, beaucoup. Et ça, c'est pas évident parce qu'en fait, les polarités, elles n'ont jamais été trop parlées, trop exprimées. Et puis on a fait avec. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà, on commence à dévoiler un petit peu ce que ça a été avant, mais vraiment, on découvre, en fait. Alors, cette période aussi, puberté, elle peut être en lien. On a 12, 13 ans, 14 ans. D'ailleurs, est-ce que
par exemple, si je suis fille, est-ce que mes règles arrivent tôt? Est-ce que je suis en rivalité avec mes sœurs avec qui, voilà, elles, c'était, mettons, à 11 ans et moi, à 13 ans, j'ai toujours rien. Voilà, il y a aussi cette, entre guillemets, concurrence, le corps qui change. Comment c'est vécu aussi? Comment c'est fait, cet accueil-là de toutes ces formes qui nous débordent dans la famille? Est-ce que c'est moqué? Est-ce que c'est accueilli? Est-ce qu'il y a de la tendresse? Est-ce qu'il y a de la compassion? Voilà. Est-ce qu'on est moqué, etc. Et donc, on va en garder un mauvais souvenir. Voilà, hein, c'est ça. Et donc, 12, 13, 14 ans, il se peut qu'il y ait aussi des événements marquants. Et donc, déjà, on n'est pas bien, mais en plus peuvent se greffer, par exemple, le décès d'un grand-père, qui était peut-être une référence, une personne, voilà, un déménagement, un changement d'école, ça peut être l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, etc. Donc, là aussi, hein, voilà, comment ça se vit au milieu de ce tsunami émotionnel. Pour les femmes, alors les hommes aussi, hein, certainement, hein, mais pour les femmes, il y a deux tsunamis émotionnels. C'est la ménopause qui rappelle énormément justement la puberté. Voilà. Hein, le chamboulement émotionnel et hormonal, voilà, c'est un petit peu similaire. Pour les hommes, la puberté, c'est aussi voilà, une quête de soi, qu'est-ce qu'on va devenir. Si on a des modèles masculins qui sont, entre guillemets, jugés horribles, forcément, on y va à reculons. Voilà. Donc là aussi, hein, la place de comment ça se dit, ça se parle de l'homme et de la femme. Et justement, dans cette relation puberté, ménopause, andropause, est-ce que si dans notre arbre généalogique passé, un de nos aïeux a vécu un traumatisme au cours d'une phase, par exemple, de ménopause, andropause, est-ce que dans les générations qui arrivent, le traumatisme peut se réactiver à l'adolescence, vu que les deux sont intimement liés? Ou est-ce que ça va se Ah, réactiver ça dans se des peut. dates de ménopause? Alors, ça se peut. J'ai jamais fait le lien comme ça, mais ça se peut. Oui, oui. En tout cas, on sait que par exemple, les dates de ménopause, enfin les âges de ménopause, sont assez répétitifs dans un clan. D'ailleurs, les médecins demandent bien souvent à une femme, demandez à votre mère l'âge de sa ménopause, ou à votre grand-mère, ou à vos tantes. Il y a vraiment voilà, un portrait de femme qui arrive à cet âge-là, à peu près en même temps, hein, au même âge. Donc, voilà. Alors, c'est vécu. Euh, il peut y avoir justement une concomitance où la puberté va être effacée euh, s'il y a un événement marquant. Imaginez par exemple le décès d'un grand-père accidentellement, par exemple. Ça va minimiser l'impact de la puberté chez l'enfant ou chez les jeunes qui vivent à ce moment-là, ce moment-là. Et donc, eux, leurs émotions, ils ne pourront pas les exprimer puisque le décès va occuper beaucoup d'espace. Voilà. Hein, donc là aussi, c'est cette période de puberté, comment nos parents ont vécu la leur, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie à ce moment-là, et on peut deviner un petit peu les événements marquants qui ont pris peut-être le pas sur vraiment ces dates transitoires très importantes. Et dans la transition, après, on passe à l'étape d'autonomisation, hein, la rentrée dans la vie active. C'est Oui. aussi des dates importantes. Il y en a qui vont commencer assez tôt, d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps et d'autres qui n'y arrivent pas pour différentes raisons. Quels sont là aussi les impacts dus au transgénérationnel dans la mise en mouvement finalement de cette autonomisation? Ouais. Oui. Alors, c'est un âge très important, l'âge d'autonomie. Quand on devient autonome financièrement, professionnellement, on est hors de la maison familiale. Voilà. Et donc, en fait, euh, c'est un âge. Alors, autrefois, c'était vraiment, on quittait papa-maman et puis on se mariait. Pour les femmes, c'était souvent ça. Il n'y avait pas de transition de vie de femme entre seules.
Donc l'autonomie, bon, c'était assez réduit en fait. On a ces mémoires-là. Aujourd'hui, on s'évertue à être très autonome, indépendante dans nos choix. Et peut-être qu'on vient réparer tout ce que nos voilà, ancêtres femmes n'ont pas pu vivre. L'âge d'autonomie, il se calcule très précisément. Il y a Marc Fréchet qui a beaucoup travaillé ça, avec les cycles mémorisés. Ça impacte le transgénérationnel, mais ça nous impacte surtout nous sur le plan individuel, cet âge-là. Par exemple, on va le calculer très précisément. Si par exemple je quitte à 20 ans et un mois la maison familiale parce que j'ai trouvé un job, je pars, j'ai mon studio et je pars vivre seule. 20 ans et un mois, ça fait un premier cycle de la conception, naissance, jusqu'à 20 ans et un mois. Il va y avoir un deuxième cycle qui commence tout de suite après, à 20 ans, un mois et un jour, et qui va faire autant. On rajoute à cette date-là 20 ans et un mois, et ainsi de suite. Notre vie va partir dans des cycles de 20 ans et un mois pour cet exemple-là. Plus on est précis, plus on va trouver des dates et des événements qui résonnent. C'est-à-dire que si par exemple, à, mettons, on va partir sur un cycle de 20 ans, comme ça c'est clair. À 10 ans, je perds mon grand-père qui était ma référence. 10 ans. Le cycle d'après, en face, donc à 20 plus 10 ans, 30 ans, je peux vivre un décès, un déménagement, une rupture, quelque chose qui sera de l'ordre d'un changement de vie pour moi et qui fera appel et référence à ce premier décès. Pas forcément le même événement, mais ça peut indiquer euh, un déséquilibre dans ma vie qu'il faut que je restabilise plus tard. Voilà. Et donc, en avançant dans notre vie, avec voilà, le travail que l'on fait sur soi normalement, chaque cycle devient un petit peu plus léger. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus d'événements traumatisants, marquants, qui s'inscrivent. Il va y avoir des événements, mais je ne vais pas être autant chahutée plus j'avance en âge, théoriquement. Et pour ceux qui me déboussolent vraiment, je peux, en faisant ces cycles-là, remonter sur le choc initial. Et ça peut être une des clés pour décortiquer ce qui m'a beaucoup empêché, en fait, de me dégager, en fait, en termes de puissance transmission. Est-ce que la mise en action de l'autonomie de ce nouveau cycle peut être induite par, justement, on est dans le transgénérationnel, par ce qu'aura vécu nos aïeux ou un aïeux en particulier Oui. dans un passé du clan. Par exemple, si on a, je sais pas moi, un arrière-grand-père qui a fait faillite dès qu'il a voulu se lancer dans l'activité professionnelle, est-ce que ça peut avoir une incidence dans la mise en place de l'autonomie et de quelle manière? Ah oui. Ah oui, oui, ces drames-là vécus par les ancêtres dans la honte, l'injustice, peut-être la trahison voilà, de quelqu'un qui les a laissés tomber, etc. Il va y avoir un impact sur un des descendants. Si moi, je m'inscris dans ce clan en ayant à cœur inconsciemment et consciemment de transformer tout ce qui a trait au professionnel, je peux tomber sur cette mémoire-là qui fait que chaque fois que je me lance, ça capote parce que j'ai trop peur de me lancer. Au cas où ça va pas marcher, etc. Je rentre dans des peurs qui ne m'appartiennent pas. Et là, donc, du coup, c'est aller travailler la mémoire de ce grand-père et justement, ça lui appartient, me mettre à distance émotionnellement de cet événement-là, bien en parler, expulser donc ce qui ne m'appartient pas en termes d'émotion pour pouvoir continuer mon chemin. Voilà. Mais on s'aperçoit que ces âges d'autonomie, ça peut être sur le plan transgénérationnel. Les femmes à 20 ans partent.
Les hommes, c'est voilà, à 18 ans, je quitte la maison. Mon père est parti à 18 ans aussi. Mon grand-père était parti à l'armée à 18 ans. Enfin bref, voilà, il peut y avoir des âges un petit peu comme ça aussi, hein, qui font appel à ça. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est cet âge d'autonomie, on peut le voir aussi comment je quitte la maison familiale, dans quelle ambiance. Est-ce que c'est tendu? Imaginez par exemple, même si par exemple c'est pour le mariage, une jeune femme se marie et elle quitte papa-maman pour aller avec son mari et qu'elle voit sa mère pleurer désespérément. Son père, pas trop, pas loin non plus, la larme à l'œil. Eh bien, le départ, là, l'autonomie, c'est j'y vais, mais parce que en fait, il faut y aller, quoi. Mais il y a ce tiraillement entre le clan d'origine et le clan que je veux faire. Donc voilà, comment se passent les départs? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est par exemple une famille en Italie et le fils aîné décide de tout plaquer, de partir en France pour sauver sa peau, pour gagner de l'argent et puis pour vivre avec sa fiancée et se marier, etc. Voilà. Hein, là, le départ, l'âge d'autonomie, il est dans un contexte assez, entre guillemets, violent, forcé, contraint. Est-ce qu'il aurait fait ça s'il n'y avait pas eu la guerre ou le dictateur? Bref, il y a tout ce contexte-là. Plus les départs vont être dans la légèreté, vas-y, voilà, je t'accompagne, c'est beau, c'est bien, etc., plus ça sera simplifié pour les descendants. Et donc, nous, quand c'est compliqué de quitter un lieu, c'est intéressant de voir quels sont les lieux qui cristallisent encore, hein, des émotions et comment ça s'est passé au-dessus. Voilà. Parce que bien souvent, hein, les mariages, par exemple, il y a beaucoup de pleurs aussi, hein, de tristesse, il y a une angoisse, il y a, voilà, hein, c'est pas si, voilà, dans la légèreté, hein. Donc, voilà, de génération en génération, on a ça en nous aussi. Et oui, et là, de toute façon, l'ouverture au changement, donc à cette Oui, autonomie, ce changement, cette évolution de vie, chacun va le vivre aussi avec ses propres blessures, avec ses propres connaissances de lui-même, de sa structure oui, familiale et de là où il en est individuellement. De l'autonomie, on passe souvent, bon, on l'a déjà abordé, le mariage, devenir parent, les deux peuvent être séparés, les deux peuvent être liés. C'est pareil, ces dates, elles ne sont pas choisies finalement par un inconscient un petit peu farceur. Elles sont bien plus ancrées que ça à l'intérieur de nous. oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, quel âge avaient mes parents quand ils sont devenus parents? Et il peut y avoir un âge qui demande, qui exige. Moi, j'avais rencontré, par exemple, une jeune femme. euh, Elle venait pour toute autre chose. Elle était mariée, elle avait deux enfants. Et en remontant un petit peu son arbre et sa vie, elle me disait, à 20 ans, avoir eu un désir d'enfant. Elle n'avait pas d'amoureux particulier, elle n'était même pas en couple, rien. Et un désir à 20 ans d'avoir des enfants, mais ça la possédait. Et puis, elle est passée à autre chose, hein, ça a duré quelques mois. Et elle s'est aperçue en faisant son arbre qu'en fait, les femmes à 20 ans devenaient mères. Donc, c'est comme si elle trahissait les femmes du clan en ne devenant pas mère et en s'autorisant une liberté d'études, de sortie, de voyage que les femmes n'avaient pas eu. Voilà, hein. Donc, il y a quelquefois quelque chose qui nous dépasse, hein. Devenir parent, on le souhaite, des fois consciemment, voilà, on veut un enfant pendant les vacances, ça fera pas de vagues, etc. Et puis, quelquefois, ça nous déborde complètement. Et là, le Et, transgénérationnel, il fonctionne. mais c'est pareil également dans le transgénérationnel. Il y a, comme tu dis, on est quand même dans une société de reproduction, hein. C'est dit un Oui, petit peu grossièrement, mais ça reste un état de fait. Et il y en a qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et ça peut oui, être aussi dans une perception du clan. Il peut y avoir même toute une fratrie qui ne souhaite pas avoir d'enfants. Il y a ça oui, aussi comme informatif à prendre en compte dans tout. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, quels sont, quels sont les événements marquant des ancêtres, qui aboutissent
justement à une descendance sans enfants, qui ne veulent pas d'enfants. Donc, par exemple, hein, ça peut être les enfants de nazis ou de dictateurs vraiment noirs. Quelquefois, vraiment, c'était tellement toxique qu'ils ne voulaient pas transmettre et ne voulaient pas léguer le nom. Et donc, du coup, voilà, ils s'interdisaient d'une façon ou d'une autre à avoir des enfants. Voilà. Donc, ils coupaient la branche de l'arbre. Ça peut être aussi, euh, je suis, entre guillemets, stérile, mais pourtant tout est dans le ventre. Mais parce que je ne veux pas peut-être mourir en couche. J'ai la peur de mourir en couche, alors que ça s'est passé 3 générations au-dessus. Et qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a moins de cas. Voilà. Il va y avoir ces événements-là. Donc, c'est intéressant d'aller voir quels sont les drames liés à la natalité, à la maternité et au couple. Par exemple, imaginez un jeune couple au-dessus, 2, 3 générations au-dessus, il se marie et le lendemain, il se tue. Ou le militaire part à la guerre et ne revient pas. Donc, plus bas, on n'a pas envie de refaire partir cette énergie-là, cette émotion-là. Voilà. Donc, on va être piégé un petit peu hein, dans ces événements-là. Alors, devenir parent, c'est aussi, euh, on nous a transmis le flambeau et entre guillemets l'autorisation. Ça veut dire que si je deviens maman, mes parents, ma mère, acceptent de devenir grand-mère. Waouh! Eh bien, c'est pas gagné. Parce que même encore aujourd'hui, on avait autrefois des grand-mères qui étaient enceintes en même temps que leur fille aînée, par exemple. Hein, voilà, c'était. Et là, aujourd'hui, on peut avoir dans les familles recomposées des mamans qui sont enceintes aussi avec leur fille aînée en même temps. L'autre jour, j'ai eu un jeune papa et en fait, quand ses parents viennent voir le bébé dans la chambre de la maternité, le jeune grand-père dit, il se tourne vers sa femme et il dit, ça te donne pas envie d'en faire un autre. Au lieu de féliciter les parents, etc., de voilà, d'être dans la joie de partager et puis de transmettre le flambeau, hein, le témoin, eh ben non. Il est reparti dans son couple là. Donc ça mettait à jour une rivalité qui existait déjà, voilà, voilà. Mais du coup là, c'était vraiment flagrant dans la non-transmission du flambeau. Voilà. Donc pas je suis heureux pour toi, mais une sorte de rivalité qui se met en place. Voilà. Donc, on peut avoir hein, ça aussi. Il y a des, Et il y puis, a des grands-parents hein, qui veulent pas être appelés papy-mamie, qui veulent, voilà, hein, ça dépend c'est aussi de l'âge à laquelle on va bien devenir sûr. grand-parent. Tu parlais de couples recomposés, de familles recomposées. Aujourd'hui, on peut être grand-parent en ayant le même âge que les enfants d'un premier mariage et d'un premier mariage, de l'autre partenaire également. Ça peut Oui, être extrêmement complexe dans les structures très familiales complexe. du jour. Bon, il n'y a pas de nouveauté, ça a toujours été plus ou moins complexe au cours des siècles qui nous Oui, auront précédés. Aujourd'hui, on met peut-être juste un point de projecteur supplémentaire. mais oui, Et pour cet accès, voilà, cette nouvelle transition à être grand-parent, qui est une nouvelle étape aussi dans ces dates, dans ces moments sacrés de la vie, c'est ce que tu dis, c'est l'acceptation à être grand-parent. Peut-être que dans les oui, généalogies, certains n'ont pas pu être grands-parents. oui, Voilà, il y a peut-être eu des impacts qui font que tu donnais l'exemple voilà, de ce côté un petit peu rivalité entre la nouvelle oui, génération et les jeunes nouveaux grands-parents. oui, Parce que c'est ça aussi, à 40 ans, on peut être grand-parent aujourd'hui, ça correspond à peu près au cycle commun. C'est oui, comment est-ce que les personnes peuvent le vivre, l'exprimer dans le transgénérationnel? Comment est-ce que toi, tu l'as observé? oui, oui, oui. Euh, Bien souvent, quand il y a un flambeau qui se passe pas ou mal,
c'est comme si la personne, elle n'avait pas suffisamment vécu rempli et qu'il lui manquait encore une dimension. Et donc, avant de transmettre à son enfant la possibilité d'être son égal, parce que quand la fille devient maman à son tour, euh, voilà, c'est deux femmes qui ont enfanté hein, et qui se retrouvent un petit peu à égalité sur ce plan-là. Donc, voilà, c'est compliqué. On va chercher dans le transgénérationnel aussi quelles sont les rivalités, les concurrences. Par exemple, deux sœurs qui deviennent mamans ensemble. Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que l'une des deux sœurs se sentait préférée par l'un des parents? Il y a ça, en fait. Et donc, plus il y aura de travail fait sur sa propre histoire et sa propre enfance, plus ça sera simplifié pour les enfants à venir. Voilà. Il y a ce côté, c'est je ne veux pas devenir grand-mère parce que j'ai peur aussi de vieillir, d'avoir un rôle qui est plus sur le devant de la scène, entre guillemets. Autrefois, les grand-mères, elles étaient vieilles, vieilles, voilà. Alors qu'aujourd'hui, à 60 ans, on n'est pas vieux. Et autrefois, c'était déjà des vieilles personnes. Hein, il y a aussi ça dans l'inconscient. Et donc, il y a même encore des personnes, hein, voilà, à 80 ans, voilà, ils continuent à vivre comme s'ils avaient la vie devant. Autrefois, c'était différent. Voilà. Donc, on a aussi cet inconscient collectif, aussi cette image des grands-parents, qui sont peut-être un peu plombants, statiques, et qui aussi euh, ordonnaient les maisons. Autrefois, on habitait toutes sous le même toit, bien souvent. Il y avait trois, quatre générations. Et c'est eux qui orchestraient un petit peu, c'était souvent leur maison. Donc, la passation à un jeune couple, ça pouvait être compliqué. Et d'ailleurs, les couples qui avaient des enfants vivaient avec les grands-parents. Et donc, c'était pas souvent eux qui décidaient de l'éducation des enfants, des papiers peints dans la maison, du choix des chambres, etc. Il y a aussi ce côté-là qu'on a aujourd'hui à peut-être réparer sur ces mémoires-là. Beaucoup de nos parents, grands-parents, ont pu souffrir d'avoir vécu sous le même toit avec d'autres générations. C'était bien pour les enfants parce qu'il y avait toujours quelqu'un à la maison, mais ça pouvait être très souffrant pour le jeune couple qui voulait prendre ses marques et qui n'y arrivait pas. Vivre en couple à deux, ça n'a pas toujours été donné à nos ancêtres, très peu. Il fallait partir, s'exclure du clan et peut-être avec perte et fracas. Donc il y a ce côté-là. Et aujourd'hui, on a cette possibilité de vivre à deux. Et donc il y a peut-être aussi ça, le temps. Hein, on voudrait l'étirer un peu plus et puis les enfants peut-être voilà, un peu plus tard. Et puis quelquefois, ben, l'âge fatidique fait qu'il n'y en a plus. Ça peut être ça aussi. Dans ce rapport à l'âge par rapport aux grands-parents, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on a une image plus ouverte de la vie active et en effet, à 80, voire même 90 ans, voire même pour certains plus, hein, il y a toujours une dynamique de vie, Oui, toujours une force de vie bien présente. Et en effet, il y a quelques décennies, voire siècles en arrière, à 45, 50 ans, on était vieux. On était oui, considéré comme vieux, comme âgé, avec en effet ce cliché, hein, j'aime bien ce cliché de la grand-mère confiture, que l'on a tous hein, oui. dans l'inconscient Et collectif. oui, Même si on ne l'a pas connu, on a cette image de la grand-mère T. Hein, mamie, pas faire de oui, pub, j'allais faire de la oui, pub, pas faire de pub, oui, oui, mais oui. tout le monde a compris la confiture. Mais c'est ça, on a C'est ce ça. regard et aujourd'hui, c'est vrai que en effet, à 60, 70, 80, même 90, voire même plus, on ne peut plus être considéré comme pris dans ce En, cliché, dans cette en- image-là. en fin de vie, voilà, voilà, voilà. Maintenant, voilà, les arrière-grands-parents, on peut les connaître, etc. Hein. Il y a vraiment de ça. Il y a la place aussi qu'on peut donner aux grands-parents ou qu'on ne n'accorde pas. Ils, ils la prennent ou pas aussi. Il y a des grands-parents qui vont être très présents, qu'on va beaucoup solliciter.
Il y a des grands-parents qui vont vouloir vivre enfin pour eux. Et donc, du coup, ils peuvent être taxés, entre guillemets, un peu d'égoïstes. Il y a les grands-parents qui sont encore en activité professionnelle, qui continuent à travailler et qui apportent une autre dynamique aussi pour les petits-enfants. Donc, il va y avoir aussi l'adaptation du clan à cette nouvelle façon de vivre ces liens-là. Il n'y a plus le cliché de la grand-mère confiture, mais peut-être autre chose, hein, qui fait que les grands-parents vont amener autre chose. Alors voilà, les grands-parents, ils n'ont plus le rôle de l'éducation, mais il y a aussi d'une ouverture peut-être sur le monde qu'ils peuvent apporter dans leur façon de vivre. Mais c'est un rôle qui est compliqué parce que bien souvent, vu que les personnes âgées vivent très longtemps, les grands-parents d'aujourd'hui peuvent être tiraillés entre leurs petits-enfants et leurs parents vieillissants. Et donc, voilà, c'est une génération qui peut être aussi voilà, tiraillée entre la culpabilité de se faire plaisir à soi et puis se dévouer aux petits-enfants et se dévouer aux parents. Voilà, c'est une période aujourd'hui qui est un petit peu compliquée. Autrefois, ça se vivait, mais peut-être un peu plus facilement parce que c'était sous le même toit. Aujourd'hui, il peut y avoir des problèmes de distance qui fait que voilà, il y a les kilomètres qui s'ajoutent à cette difficulté-là. Et toujours en restant sur l'image des grands-parents, au niveau, on est toujours sur le transgénérationnel, sur les impacts de nos aïeux sur notre présent et sur notre avenir, hors temporalité bien sûr. De ces, très souvent, hein, parce que c'est fait plus facile pour un homme d'avoir des enfants jusqu'à un certain âge que pour une femme. Imaginons un homme qui a son premier enfant à 60 ans. Hmm. Donc à un âge où schématiquement on devient plus ou moins grand-parent, où on est déjà grand-parent. Oui. Quels pourraient être les impacts de son transgénérationnel dans ce choix inconscient de finalement prendre la décision d'être parent à un âge où il ne sera jamais grand-père, mathématiquement, logiquement. Oui, 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 oui. Alors, euh, déjà, dans l'arbre, quand on le construit, il y a un problème de position des générations. Parce que cet enfant, il va être au même niveau d'âge, au même âge que des petits-enfants, par exemple, les petits-enfants de la sœur ou du frère de cet homme. Voilà. Donc, il y a un carambolage des générations. À l'âge où il devrait être grand-père, il devient père. Et c'est un positionnement qui peut être compliqué pour les descendants. Ils n'arrivent, ils ont parfois des difficultés à se repérer. Leurs cousins sont déjà parents et eux, sont bébés. Enfin, voilà, c'est tout mélangé. C'est comme quand une grand-mère est enceinte en même temps que sa fille. C'est exactement ça. Il y a des oncles et tantes qui sont plus jeunes que les neveux et nièces. Et donc là, c'est perturbant, en fait, la place de chacun. Voilà. Alors, pourquoi cet homme arrive à cette possibilité-là? Est-ce que, il a eu un père jeune qui ne s'est pas occupé de lui et lui, il se dit, je serai meilleur père en étant plus vieux? Ça peut être voilà, une des pistes possibles à explorer. En tout cas, moi, j'irai chercher qu'est-ce qu'il veut réparer avec ce temps qui lui est imparti pour cet enfant. On sait qu'à 60 ans, on a peut-être plus de patience, on voit la vie autrement, peut-être qu'il est retraité, etc. Et donc, il aura un temps nécessaire peut-être pour soigner sa propre enfance. Peut-être. Moi, j'irai voir un petit peu cette piste.
est-ce qu'il peut y avoir un écho d'antécédents de familles nombreuses? Et comme tu dis, ça pouvait être complètement déstructuré dans les familles nombreuses aussi. Complètement, Il y a aussi le côté culturel en fonction de l'origine ethnique. complètement. On essaie vraiment, comme à chaque fois, si on prend des exemples assez Ouais. neutres, et voilà, est-ce que cette personne ne serait pas finalement descendante d'une famille nombreuse, donc déjà une Avec déstructuration un décalage. et Oui, qui finalement devient une normalité, complètement. peut-être aussi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, on se dit les femmes font des enfants de plus en plus tard. Autrefois, elles faisaient des enfants très tard, sauf qu'elles commençaient très tôt aussi. Et que leur maternité s'échelonnait sur voilà, 10, 15, 20 ans. Ah, mais on a des grands-mères, quand on fait les calculs, quelquefois, on se dit, mais 42, 44 ans, 45 ans. Mais elles avaient commencé à 20 ans et peut-être même avant. Voilà. Aujourd'hui, une femme à 44 ans, on dit, ah, mais c'est trop vieux. Oui, mais la société a changé. Mais on a ces mémoires-là aussi. Donc, on a des femmes aussi qui disent, mais c'est possible. Parce qu'en fait, même si elles ne savent pas les dates de leur grand-mère, elles sentent en elles que c'est possible. Donc, le transgénérationnel, il vient aussi nous titiller dans ces désirs, quelquefois, qui paraissent un peu fous pour l'extérieur, mais qui induisent aussi un schéma transgénérationnel de mémoire. Et il y a aussi l'impact des milieux culturels, des milieux ethniques, des périodes Complètement, de guerre également qui auront impacté ou pas les générations précédentes. Ça complètement. peut jouer dans tout ce prisme. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ouais. Avant d'entamer les dernières dates, j'irais dire, on va les garder un petit peu pour tout à l'heure. Je te propose que l'on essaie de mettre un exemple qui va résumer un petit peu ces 7 dates. Mm. Alors, on va le construire ensemble, cet exemple. On va prendre des personnes inconnues, on va prendre des schémas types. Par exemple, Monsieur et Madame X. On va la faire un petit peu à la documentaire. Monsieur et Madame X se marient on est le 6 février. Donc, Monsieur et Madame X se marient le 6 février, décident de Oui, ce choix de date. oui, Euh, on va commencer là. Déjà, oui. ce choix de date, on l'a bien compris, il n'est pas choisi au hasard. Alors, pourquoi en hiver? Les mariages, souvent, si on attend les beaux jours, etc. Donc après, moi, tout de suite, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas déjà un petit bébé dans le ventre? Voilà, pourquoi en hiver? Alors, ça peut être aussi des agriculteurs. C'est une période calme pour eux, donc ils choisissent de se marier l'hiver. Hein, il y a des choses, des choix très raisonnables. Voilà. Donc, il y a ça. Hein. C'est pas loin du 14 février. Donc, les amoureux. Voilà. Donc, voilà. On Il y a déjà commence des comme points. ça. On commence comme On ça. commence. On commence comme ça. Donc, on est février. On va dire que début janvier, Monsieur et Madame X ont un enfant qui va naître le 7 janvier. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par OK. rapport à ça? Ben, qu'ils ont attendu sagement, qu'ils ont respecté la loi de la société, la loi familiale, etc. Euh, Après, il y a aujourd'hui hein, des personnes aussi qui sont très attentifs à ces schémas-là. Hein. Voilà, faut pas ironiser à 100% tout le temps, hein, mais il y a aussi ce schéma traditionnel où le mariage souvent est décidé parce que il y a une envie d'enfant. Et donc, en fait, la femme, souvent, elle me dit, au moins, on porte tous le même nom. Voilà, même si aujourd'hui on peut choisir les noms, etc. Mais il y a vraiment ce rassemblement sous un nom, dans un foyer, où tout le monde sera étiqueté, nouveau clan. Voilà. Hein, donc c'est dans cette tradition-là. Ça veut dire aussi que c'est deux enfants issus des lignées, respectueux,
et soucieux de l'ordre. Voilà. Moi, j'irais chercher qui est en désordre dans les deux lignées au-dessus pour qu'ils aient envie de rentrer dans un système comme ça, conventionnel. Voilà. Il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je dis. De toute façon, c'est un exemple complètement neutre. Si certains s'y retrouvent, tant mieux. Mais là, l'idée n'est Voilà. pas de cibler qui que ce soit. Or, il s'avère que le 7 janvier, c'est pile entre le Nouvel An et la Chandeleur. On est pile Oui. entre deux Ouais. dates. Donc, on est également dans de l'ordre. Hein, on reste Ouais. là-dedans. Donc, on va laisser de côté monsieur et madame X et on va s'intéresser au nouveau-né, là, et qui va tranquillement passer son étape et qui va arriver à sa puberté. On va prendre un petit garçon, tiens, pour changer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal Ouais. de puberté féminine tout à l'heure. Petit garçon, donc puberté, 12 13 ans, première réaction, premier développement physique, la voix, Ouais. tout ce qui se Ouais. passe. On va dire, allez, 14 ans. 14 ans, on sent que la puberté est quand même en train d'émerger. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment ça se vit dans la famille? La puberté, c'est l'âge aussi où les parents peut-être voient physiquement leurs enfants changer, devenir adultes, muets, la voix qui mue devient adulte. Et donc, ils commencent à se dire que l'enfant quittera le nid un jour. Et s'ils n'ont pas cette conscience et cette préparation, cette anticipation, ça peut être douloureux pour eux. Qu'est-ce que ça vient réveiller dans leur propre vie, dans leur propre enfance? Comment le papa, pour ce petit garçon, a vécu lui-même cette transformation? Et est-ce que donc dans la famille, c'est parlé, c'est dit, c'est moqué, les changements de voix, la mue, les petits poils qui apparaissent, la barbe, etc. Comment c'est dit? Voilà. Est-ce que c'est accompagné dans la douceur? Est-ce que voilà, hein, il va y avoir cette période de malaise. Et est-ce que les parents en sont conscients de cette transformation qui peut être très souffrante? Et bien souvent, si eux-mêmes n'ont pas été accompagnés, comment accompagner au mieux son enfant? Peut-être la question qui se pose à ce niveau-là. Voilà. On va essayer de continuer un petit peu ce schéma. Donc, on a dit que ce jeune homme à 14 ans commence à être dans ses phases de puberté. À 16 ans, son grand-père maternel décède. Hmm, hmm. Qu'en est-il? Alors, quels étaient ces liens? Comment la maman a mis en lien son fils et son père ensemble? Est-ce qu'elle a contribué à harmoniser ce lien, à les faire se connaître? Comment ce grand-père voyait son petit-fils? Est-ce qu'il était fier du fils de sa fille? Est-ce qu'il était fier de sa fille? Est-ce qu'il a toujours regretté que sa fille n'ait pas été un garçon? Auquel cas, ce petit-fils peut justement venir remplacer hein, ce garçon qu'il attendait. Ça va venir parler de comment le père et la fille vivaient et le petit-fils vient répondre à ça. Lui, il est en loyauté. Donc, il veut pas trahir le grand-père, mais il veut pas trahir maman non plus. Donc, plus les liens vont être nettoyés, pacifiés, plus ça sera simple. Il y a aussi, est-ce que ma mère, quand ce garçon voit sa mère à l'enterrement, est-ce que ma mère est souffrante de ce décès? Est-ce que perdre son père, c'est quelque chose qui vient l'effondrer? Comment elle vit ça? Comment elle en parle? Et tout de suite, ce jeune, il va faire le lien avec son propre père et sa propre mère quand ils partiront, quand ils décéderont. Donc voilà, hein, c'est vraiment, voilà, l'enfant, il va se mettre en spectateur aussi. Et il va s'approprier les images. Et petit à petit, en grandissant, voilà, imagine par exemple que la maman, bon, elle était assez détachée de son père. Il est parti, il y avait un conflit, ils n'ont pas solutionné, ils ne se sont pas parlé, très peu en surface seulement. Ben, le petit-fils, il ne sait pas quoi faire de tout ça. Lui, il est en souffrance, il aimait les deux. Et donc, du coup, voilà, comment oser dire que le grand-père lui manque
si la maman était en conflit avec son père. Ça va être compliqué. Donc son deuil, ça va être bien souvent en lien à comment le deuil se fait parents, grands-parents. Voilà. Si au contraire la maman, elle est affectée, mais que c'était une belle histoire d'amour, voilà, tout s'est dit, s'est exprimé, l'histoire est clôturée, etc. Ben lui, ça sera plus facile de dire, il me manque aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. Voilà, ça sera plus simple pour lui et il va rentrer dans le processus de deuil plus facilement. Encore une fois, on prend vraiment des exemples neutres et on essaye d'avancer sans forcément rajouter trop d'informations parce qu'après, ça va même nous perdre. Bien On sûr. va, on va dire que 16 ans, il perd son grand-père. À 21 ans, il quitte le domicile familial. Ok. Alors, il quitte le domicile familial. J'ai oublié de dire tout à l'heure, hein, quitter le domicile familial, ça ne veut pas dire être étudiant à l'autre bout du monde avec papa, maman qui payent le loyer du studio. On n'est pas autonome là. Donc là, par exemple, 21 ans, il part, il a son job, il est autonome, il se prend son petit appart. Voilà. Comment c'est vécu par le couple des parents? Est-ce qu'ils sont heureux, joyeux? Est-ce que ça les met en joie d'avoir poussé l'enfant hors du nid? C'est le rôle des parents de savoir qu'ils se débrouillent seuls, qu'ils sont là, mais en même temps, voilà, hein, ils peuvent s'octroyer un temps pour eux deux maintenant. Voilà. Le départ peut se faire au contraire en voilà, ben, je te pousse parce que vraiment, 21 ans, tu fais rien. Nous, à ton âge, on était déjà parents ou je ne sais quoi. Bref, voilà, il y a ça aussi. C'est là, dans ces périodes charnières, où je trouve que les mots peuvent être assassins. Parce qu'en fait, un parent, il va donner ce qu'on lui a donné. Et si on ne lui a pas donné, il a du mal. Ou alors, il faut qu'il ait fait un travail sur lui. Et donc là, on peut entendre des phrases qui peuvent être dures parce que bousculantes. Ça peut être un couple qui a peur que l'enfant parte parce qu'ils savent plus quoi se dire, ils savent plus vivre à deux. Et là, ils vont tout faire pour le retenir. Et l'enfant otage, lui, ben, il a qu'une envie, c'est se barrer. Il en peut plus de ce couple. Hein. Il étouffe dans ce couple qu'il aime, mais en même temps qu'il aime mal pour eux, mais pas pour lui. Voilà. Donc, voilà, il va y avoir toutes ces possibilités. Il y en a plein d'autres certainement. On va dire 25 ans, il se marie, 26 ans, ses parents divorcent. Et lui, il tient son mariage à bout de bras, tout va bien, et il ose être heureux dans un couple où les parents ne l'étaient plus. Il faut une force de caractère. Hein. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont dans un couple qui va bien, et puis comme le couple des parents ne va pas bien, ils vont pas oser faire montrer combien ils sont heureux. Donc, ils vont minimiser leur joie conjugale. Et ils peuvent aller dans des confidences. Hein, moi, je l'ai vu souvent. Oui, quand je vais voir ma mère, bon, après, je lui fais comprendre que quelquefois, c'est pas tous les jours rose, hein, quand même. Hein. Mon conjoint, là, là, et elle trouve des défauts. Alors que globalement, elle est satisfaite à 100% pratiquement de sa vie. Donc, c'est des personnes qui peuvent être dans une loyauté difficile pour leur couple. Et puis, le plan d'origine, je veux pas faire de peine. Voilà. Peut-être que l'inverse est compliqué aussi. C'est-à-dire que les parents ne divorcent pas, mais ils aimeraient tellement divorcer. Mais ça ne se fait pas à leur époque. Et puis les grands-parents diraient quoi? Non, 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 non. Et le jeune couple se marie, un an après, divorce, et la mère dit, ah mais non, mais ça ne se fait pas de divorcer. En fait, elle parle pour elle. Elle aimerait tellement divorcer, mais qu'elle n'a pas pu. Voilà. Ça arrive très souvent. Donc, il y a aussi, chaque fois qu'on rentre dans notre couple, qu'on soit marié ou pas, hein, d'ailleurs, peu importe, hein, euh, on est en conflit de loyauté par rapport à notre clan d'origine. C'est-à-dire que quand on s'autonomise, on prend d'autres valeurs. Déjà des valeurs professionnelles.
on change de boulot, on change peut-être de statut social. Par rapport au clan, on va peut-être ouvrir sur d'autres carrières. Et du coup, on va être en loyauté pour nous, nos valeurs, et puis le clan qu'on veut construire, et puis le clan d'origine, papa, maman, etc. Voilà. Et là, le tiraillement, il existe presque, je dirais, toute la vie. Hein. Comment oser réussir là où nos parents n'ont pas pu aller? Comment voyager alors qu'ils auraient aimé? Comment euh, gaspiller, entre guillemets, de l'argent alors que eux, ils ont toujours compté? Comment être propriétaire alors que eux étaient locataires? Bref, chaque fois qu'on rentre dans un couple et qu'on devient parent, on rentre en conflit, plus ou moins larvé, mais présent. On va continuer sur ce schéma. 32 ans, il devient papa d'une petite fille. Ok. Donc les parents, ils peuvent dire, moi, à 32 ans, j'avais déjà 3 enfants. Déjà. Et toi, tu te dépatouilles avec un à peine. T'es débordé avec un seul. Ok, voilà. Ça peut être, est-ce qu'il aurait voulu avant et qu'il n'a pas osé? Est-ce que, voilà, il a aménagé sa vie pour que, voilà, que ça arrive à cet âge-là? Ça va être comment les grands-parents euh, acceptent ce changement de poste, de rôle dans le clan? Comment c'est accueilli? Est-ce qu'ils sont des grands-parents qui font de l'ingérence? Voilà. Comment se positionner par rapport à cet enfant? Déjà, le choix du prénom. Quelquefois, les grands-parents, ils disent, ah mais non, mais ça, c'est pas beau, mais jamais je pourrais le dire. C'est horrible. Enfin, mes copines, qu'est-ce qu'elles vont dire? Enfin, bref, il y a quelquefois des petits trucs comme ça. Alors, je suppose qu'autrefois, ça existait aussi, hein. Mais voilà, il y a aussi ce côté-là très présent. Donc, est-ce que les enfants sont capables de dire stop? Voilà. Comment ça se passe? C'est intéressant aussi de voir. Et ça renvoie immanquablement à ces jeunes grands-parents. Quand ils sont devenus parents, quelle est la place qu'ils ont donnée à leurs propres parents qui devenaient grands-parents? C'est obligé. On voit un petit bout de chou, automatiquement, on pense à qu'est-ce qu'on a fait nous. Et pour continuer en étant le plus schématique possible, alors bien sûr, j'en oublie quelques-uns au passage, sinon on va faire toute la famille, donc ça va faire un peu beaucoup. 52 ans, donc il est papa à 32 ans, 52 ans, il devient grand-père. Et ses parents deviennent arrière-grands-parents pour le coup. Ouais, ok. Ouais, ben on peut dire peut-être que la première réflexion de ce père, de grand-père à 52 ans, ben, t'as pas tardé. Hein, mon fils a 20 ans, ça n'a pas traîné. Est-ce que tu es sûr? Parce que moi, je suis devenue papa à 32 ans, j'ai réfléchi. Tu sais, c'est une responsabilité, être parent. Donc voilà, ça peut être un grand-père qui fait la leçon. Ça peut être un grand-père qui dit, waouh, mais moi, je suis encore en pleine forme, je vais pouvoir faire du vélo avec lui, du ski ou autre, etc. Ça peut être aussi, mon fils, je t'aiderai, je peux être présent, je peux comprendre. Ça peut être tout à fait dans cette mouvance-là. L'idée, c'est de savoir, euh, en devenant grand-père, en prenant ce titre-là, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Hein, et qu'est-ce que ça vient réveiller comme, voilà, comme joie, comme perturbation? Voilà. C'est, ça va être lié à ça. Et pour aller dans la continuité, on va dire qu'à 72 ans, je reste dans des chiffres assez cycliques, 72 ans, donc son père décède un 1er janvier au hasard. Ok. Ok. Donc le grand-père du dernier Ouais. né et Ouais. l'arrière-grand-père de dernier né. Voilà. Voilà. Ouais. C'est à Ouais. 72 ans, le 1er janvier, voilà, son père décède. Bon, comme transmission, ça aurait pu être mieux, hein, parce que il y a énormément de décès entre Noël et le jour de l'an. Hmm. Et donc,
les fêtes suivantes, les autres années, déjà c'est compliqué dans les décès, mais là, ça vient réveiller, aviver la mort, voilà, concomitante avec cette date-là particulière de fête. Donc ça veut dire aussi la joie et la tristesse mêlées dans ce clan. Hein, donc c'est une date particulière. C'est des dates particulières, ça. On fait la fête, mais en même temps, voilà, il faut pas trop. Donc, ça veut dire aussi que c'est un clan qui va rentrer dans justement la circulation des énergies à travers les générations, la vie. Voilà, c'est ainsi. Il y a une acceptation de... Alors, cet homme à 72 ans qui perd son père, donc on peut dire que le papy, l'arrière-grand-papy, il avait plus de 90 ans, mettons. Donc voilà, c'est dans l'ordre des choses, entre guillemets, même si c'est toujours douloureux de perdre un père et une mère. Mais il y a ça. Ça veut dire aussi que comment il va faire circuler cette idée de la perte, du décès, du deuil, comment les deuils sont parlés dans le clan pour que le plus jeune dans les descendants voit un petit peu comment ça s'articule en cas de décès. Voilà. Plus la parole, le temps, la tristesse sera parlée, sera exprimée, plus les enfants, les descendants seront dans une capacité à dire les choses, à dire, ben voilà, aujourd'hui, je pense à lui. Voilà. Hein, donc, il y a vraiment cette transmission-là. Donc, on a beaucoup de mal, nous, occidentaux, avec la perte, avec le décès. Et donc, il y a énormément de chemin à faire là-dessus. Vraiment, vraiment. Alors, tout dépend, après, les descendants, à quelle date ils se positionnent, quel âge ils ont. Hein, si c'est en pleine période émotionnelle, chahutée, puberté, où je deviens parent, où je me marie, ben, les décès, voilà, c'est un peu lourd, c'est plombant. Hein. Si c'est dans une phase où ça va à peu près, c'est stabilisé, c'est déjà un peu plus facile à traverser. Oui, parce qu'on arrive à cette date de décès. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, ça permettait de basculer sur Complètement, le septième moment sacré de complètement. l'existence, qui est, Oui, qui est cette finalité à la vie, qui est le décès. Là, on a pris un exemple où c'est un décès, somme toute, assez normal dans l'échelle de la vie. oui, Simplement, des fois, ça ne se passe pas, et même très souvent encore, ça ne se exactement. passe pas comme ça. Il Oui, peut arriver où ça soit les enfants qui partent avant les parents. tout à fait. Donc, le choc traumatique des dates également a une incidence. En gardant l'exemple, juste pour prendre cet exemple-là, imaginons euh, une fille aînée qui part avant sa mère et qui Mm, laisse un petit-fils. mm, Dans l'échelle émotionnelle, dans le transgénérationnel, comment ça se passe? mm, mm. Quels étaient les liens mère-fille déjà? Quel âge a l'enfant? Est-ce qu'elle était cette mère qui part avant l'heure? Est-ce qu'elle était en couple? Est-ce qu'elle était bien entourée? Comment le décès? Est-ce que c'est un suicide, un accident? Est-ce que c'est brutal? Est-ce que c'est une longue maladie? Donc tout ça va nous donner des indications sur est-ce que la famille s'est préparée, entre guillemets, à ce départ. Et puis, il va y avoir quelle était la place de la grand-mère, des grands-parents dans le jeune couple, dans la vie du jeune couple, pour voir comment ça va s'articuler après hein, le décès. Euh, Qu'est-ce qui est dit, pas dit? Est-ce que c'est quelque chose qui est caché à l'enfant, le décès de sa maman? Est-ce qu'on a accueilli la colère du petit qui peut être en peine de voir sa maman partie et qui dit qu'elle l'a abandonné, qu'elle l'a laissé. Voilà. Hein, il y a une phase comme ça, obligatoire, entre guillemets, dans les processus de deuil où on se sent lâché, on se sent abandonné. Est-ce qu'on laisse le temps hein, pour le dire, pour l'exprimer, pour passer après à une autre émotion à traverser? Voilà. Et comment se vivent, en règle générale, les deuils dans ce clan?
il peut y avoir des clans où il y a beaucoup de deuils jeunes, de décès violents. Il y a des clans à suicide, il y a des clans à accident, etc. Et donc voilà, ça va être aussi une indication de comment les deuils se vivent dans le clan. Et quels sont les deuils qui remontent en surface systématiquement? Quand on pose la question, quel est le deuil marquant dans votre clan? Ben, il y en a toujours un ou deux qui arrivent. Mais quelquefois, c'est très, très ancien. Et pour autant, ça veut dire aussi que quelque part, il y a quelque chose qui est encore pas pacifié hein, dans ce cheminement-là. Voilà. Là, on est sur un exemple parmi tant d'autres. C'était pour la dissociation entre les âges de deuil, mais aussi les deuils, comme tu disais, par suicide, par accident, Oui, par période de guerre, par épidémie, oui, des deuils qui sont souvent déstructurés dans l'ordre des choses, conscientisés complètement. par notre manière de vivre. Euh, Oui. Quels peut être tous ces impacts dans ce schéma transgénérationnel, Hmm. avec ces différents prismes? Ouais, c'est ça. Plus le deuil va rentrer dans des catégories compliquées, violence, suicide, jeunes, des jeunes militaires, des bébés, c'est pas dans l'ordre des choses. Et donc, ça va créer peut-être, parfois, souvent, des difficultés à rentrer dans tout processus de deuil ou même de séparation. Chez les descendants, par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont incapables de rompre un couple qui ne va pas et qui vont rester dans le couple parce que la peur de la séparation fait qu'ils ne peuvent pas envisager la suite sans. Donc, c'est des clans où le manque est toujours là, l'absent est toujours là. Et donc, c'est pas élaboré, c'est pas suffisamment exprimé. Donc, l'émotionnel, la charge émotionnelle, elle est restée pratiquement intacte. Et elle s'est renforcée de génération en génération. Jusqu'à ce que quelqu'un dans le clan, eh bien, soit à charge de prendre la mort à bras le corps. Alors, c'est des personnes, par exemple, qui peuvent choisir des métiers en lien avec la mort, qui peuvent choisir d'accompagner dans des associations des personnes endeuillées, qui peuvent vivre dans leur vie des deuils violents, forts, pour dire, ben voilà, moi, il faut que je le transforme. Et donc, je vais aider le clan avec mon expérience à moi, personnelle. Voilà. Il y a des personnes, par exemple, dernièrement, j'ai vu une dame, je crois que c'était son troisième conjoint, et les deux premiers étaient morts accidentellement de façon très jeune, enfin très jeune en plus. Donc voilà, hein, il peut y avoir aussi des répétitions comme ça, là. J'ai des amis et je les perds comme ça. Enfin, voilà. L'idée, c'est de voir où j'en suis dans ces décès. Quelles sont dans mon clan les dates de décès qui me sont particulièrement difficiles, douloureuses, même si j'ai jamais connu les personnes. Hein. Il y en a qui me disent, je suis proche de mon arrière-grand-mère, mais je sais même pas pourquoi. Voilà, hein, il va y avoir des personnes comme ça qui vont nous attirer. Voilà. L'idée, c'est que dans le clan, plus les personnes vont partir en ayant bouclé, entre guillemets, leur dossier, en ayant pacifié, en, en ayant remis du lien là où il y en avait peut-être moins, ou en tout cas en acceptant le départ, etc. Voilà. Et plus les descendants seront dans une facilité. Hein. C'est pas que c'est pas douloureux, hein, mais voilà, ça sera un peu plus fluide. Voilà, plutôt comme ça, plutôt dit comme ça. Mm. Et il y a aussi ceux qui ne peuvent pas faire leur deuil, soit Ouais. parce que ben, il y a eu une absence et la personne n'est pas au courant du décès. Ouais. Il y a cette information-là. Sur le côté transgénérationnel, on l'a déjà abordé, ces dates manquantes de deuil, c'est souvent au niveau des guerres ou alors au niveau de situations un petit peu conflictuelles où Mm. ben, il y a des absences de date de décès d'un aïeul ou d'un membre de la famille. Donc on est Oui. toujours aussi sur cette ouverture de non-deuil.
Et ça a aussi oui, un impact, ces oui. non-dates sur le Ah oui, transgénérationnel. ah oui, 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 oui. Oui, oui. Euh, pour faire un deuil, pour rentrer dans un processus de deuil, c'est bon d'avoir les réponses aux questions. Où ça s'est passé? Quand? À quel moment de la journée, etc. Avec qui? Qui était présent? Et comment? Donc la maladie, un accident, bref, voilà. Les conditions, plus on aura de réponses précises à ces questions, plus notre cerveau humain va se faire la scène et va poser les choses. Si on n'a pas la date, si on ne sait même pas s'il est mort ou pas, l'humain, il a une capacité à imaginer et à inventer une vie. C'est-à-dire que peut-être que le militaire de 20 ans, eh ben, il n'est pas mort. Peut-être qu'il est resté là-bas où il était, qu'il n'a pas voulu revenir et qu'il a sa vie. Et on préfère s'attacher à ça, même si c'est paraît complètement irréaliste, plutôt que se dire, ben, il est mort, mais pas enterré dans notre caveau familial. Il y a ça. En fait, les dates, les non-dates, comme tu dis, ça va créer un imaginaire qui va empêcher que on referme un petit peu la tombe définitivement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui disparaissent et qui refont une vie ailleurs et qui ne sont pas mortes, hein. On en retrouve hein, de temps en temps voilà, des choses comme ça. Ça veut dire aussi que le clan, il est en suspens aussi. Voilà, c'est comme s'il était en apnée et il attend, il attend. On sait que, par exemple, tant qu'on ne retrouve pas une tombe, un endroit précis où la personne, elle est enterrée, où il y a les cendres, etc., il y a un deuil en suspens. Voilà. On va tellement croire que c'est possible autrement que, en fait, voilà. Et l'idée, voilà. C'est pour ça que l'œil humain, quelquefois, a besoin d'une tombe pour enclencher un vrai processus. Voilà. Et toujours dans ce processus de deuil, là on parle de deuil dans la disparition physique, mais il y a aussi les deuils dans les divorces, dans les séparations, c'est au cours de toute une vie, donc tous ces impacts. Là, dans l'exemple, on l'a abordé, mais on ne l'a pas nommé précisément. C'est-à-dire, s'il y a un divorce, il y a aussi le deuil d'une séparation. Donc, la Oui. date d'acte de ce divorce va aussi avoir un impact sur le vivant direct, mais également sur les descendants. Oui. La date de séparation de corps et puis la date de divorce, officiellement, quelquefois, c'est quelques années après. Donc, il y a ces deux dates qui, selon comme la séparation s'est vécue, peuvent être très douloureuses et marquantes pour le clan, pour les enfants. Donc, ça peut être une date référente aussi. On a les mémoires aussi des veuvages d'autrefois, où quelquefois, une maman, par exemple, décède en couche et le père se retrouve avec le nouveau-né, qu'il aime ou pas, hein, parce que ça fait référence à une douleur, qui se remarie pour élever les enfants avec lui. Et donc, quelquefois, le deuil de la première femme n'est pas fait. Le processus n'est pas enclenché. On se marie raisonnablement avec quelqu'un d'autre, mais voilà, cette autre personne, elle sait bien qu'il y a une autre personne dans son lit quand elle est avec son mari. Voilà. Hein, il va y avoir ça aussi. Donc, on a ces mémoires-là parce qu'il y en a énormément, hein, des veufs ou des veuves remariées pour justement élever tous les enfants. Donc, le deuil des relations, c'est très mal fait. On ne laisse pas de temps. Que ce soit un divorce, un veuvage, etc. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas de mots. Quelquefois, on veut divorcer, mais il faut un laps de temps, même si c'est volontaire. Il y a la période, l'attente de passation à autre chose, hein. Et ça, c'est hyper compliqué dans notre société où il faut aller bien rapidement. Voilà.
Oui, on le voit, il y a toujours aussi cette remise en mouvement assez rapide dans la Oui, séparation. Hop, on se remet déjà dans une oui. relation autre pour ne pas être seul, pour ne pas admettre. Voilà, chacun a ses raisons de toute façon, hein. Ah, L'idée n'est complètement. pas du tout de juger. On arrive enfin, je dirais, pour ceux qui nous ont regardé jusqu'au bout en une seule fois. Je sais, voilà, des fois c'est un peu plus long que prévu, mais c'est comme ça. On arrive enfin donc au terme de cet échange. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conclusion par rapport à l'importance à accorder aux dates qui gouvernent nos Hmm, vies? Peut-être hmm. y faire un peu plus attention, Oui, parce que c'est ça aussi, c'est OK, on a tous une date de naissance, on a tous une date de mais oui, mariage, de concubinage, de divorce, de séparation, de décès, etc. Voilà, on a tous des dates importantes. mais oui, On n'a pas parlé des remises de diplôme. Voilà, ça pouvait être tout à aussi fait. à quel âge on a passé ses diplômes, à quel âge, voilà, ça pourrait aussi être Complètement. des dates importantes. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conclusion par rapport à tout ça? Plus on met de conscience dans ces dates, quand un événement arrive, quelle est l'émotion qui papillonne en moi? Qu'est-ce qui vibre en moi? Et si c'est quelque chose de léger, ça laissera moins d'impact, évidemment. Mais si c'est quelque chose qui est douloureux, que je n'arrive pas à dire, pas à exprimer, cette date-là va être marquante pour mes descendants. Et donc, inconsciemment, ils vont être embarqués dans quelque chose qui ne leur appartient pas. Donc, plus on vit en conscience les événements, dans l'instant, voilà, c'est peut-être un tsunami émotionnel, mais après, c'est bon de se laisser un temps de digérer les informations corporelles. Et donc, du coup, ça pacifiera plus rapidement les dates, les événements et les transmissions. Voilà, c'est vraiment faire attention à ça. Et juste une dernière question, promis, après j'arrête. Est-ce que notre capacité à mémoriser facilement ou pas les dates d'anniversaire, les dates de rendez-vous, etc., Et donc, est induite par rapport à justement ce transgénérationnel? Est-ce que quelque part, parce qu'on le voit tous dans toutes les fratries, dans toutes les familles, il y en a un qui va se rappeler des dates et qui va peut-être rappeler à ouais. tout le monde, etc. Qu'est-ce qui fait que une personne va se rappeler plus facilement, que ce soit beaucoup plus naturel de mémoriser les Eh ben oui, dates que les autres? ouais. Ou les âges. Ouais, ouais. En fait, quand on veut oublier quelque chose, notre mémoire, elle est très forte. Elle zappe, hein, elle mémorise pas du tout. Donc, quelles sont les dates qui me marquent encore? Je me rappelle très, très bien. Et quelles sont celles que j'arrive pas à me rappeler? Jamais. Ou l'âge, ou le nom, etc. Il y a un bénéfice à ne pas se rappeler ou à trop se rappeler. On a vu par exemple, quand il y a des dates difficiles, douloureuses, ben, les descendants, ils oublient. Ils oublient les anniversaires, ils oublient les dates, ils oublient. C'est simple comme ça, au moins on souffre pas. Si je me rappelais la date du décès du bébé de ma grand-mère qui pleurait jusqu'à la fin de sa vie, ce bébé, je lui ferais de la peine. Donc, moi, descendante, je vais être amnésique sur les dates. J'arrive pas. On sait que, par exemple, dans les clans où il y avait de la délation, il y a des personnes chez les descendants qui peuvent être amnésiques sur les noms. Ils oublient. Ils rencontrent quelqu'un, le lendemain, ils oublient le nom. Ils savent pas. Comme ça, ils peuvent pas donner un nom parce que ça s'est tellement donné au-dessus qu'ils veulent plus rentrer là-dedans. Voilà. Donc, c'est complètement inconscient. Quand même, l'ordinateur familial, il garde tout en mémoire. Tout. Et donc, si nous, on a des problèmes de mémoire sur certaines choses très particulières comme les dates, ben, il y a peut-être quelque chose que notre inconscient veut nous dire. Peut-être que c'est bon d'aller voir quelles sont les dates que je veux oublier pour me faire un petit peu zapper les émotions. Voilà. Ou pas faire de peine. Peut-être qu'il est bon aussi de creuser dans les généalogies pour pouvoir avoir au moins un ordre d'idée des dates, dans les dates qui nous semblent Complètement.
dans la mesure complètement. du possible, bien sûr, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, les archives départementales sont relativement ouvertes. Il y a également Oui, les archives mondiales avec les archives des Mormons qui sont relativement bien fournies aussi. tout à Euh, fait. Même si on n'y trouve pas tout, en effet, bah, il faut pouvoir le faire. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais Ouais. c'est aussi ça, c'est garder à l'esprit que les dates qui échelonnent nos vies sont des échos à notre passé, à notre clan, à notre famille, à notre génétique. C'est En fait, ça aussi. on vit de cycle en cycle. On vit en cycle ben, de l'année, les mois, les saisons, etc. Donc les dates aussi. Donc les dates, elles vont scander nos vies. Et donc il y a forcément, quand on se souvient très bien d'une date précise, euh, derrière cette date, il y a de l'émotionnel. C'est pas un événement anodin, sinon on ne se rappellerait pas. Donc cet émotionnel, voilà, quel est-il et en quoi ça peut impacter les descendants? Voilà. Je crois que ce sera déjà sur ces belles phrases Mais qu'on oui, va se quitter pour aujourd'hui. De toute façon, de nouvelles vidéos sont en projet et bientôt postées sur la chaîne. Encore une fois, merci Hélène de ce beau partage, de toute cette transmission que tu apportes. Je rappelle à tous que je mets tous tes liens en barre de description, que tu animes des stages, des ateliers, des conférences, que tu reçois, voilà, que tu travailles aussi en visio. N'hésitez pas à aller consulter le site d'Hélène, vous y trouverez des pépites. merci à toi. Merci. Merci infiniment Hélène, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout et félicitations. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci infiniment, à très vite. Au À revoir. très vite. Au revoir.